Olivier Calame. Oui, bonjour madame. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour Olivier Callan, on est là pour parler de Samar. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? J'ai 51 ans, je suis pasteur, j'ai 3 enfants et j'ai été pasteur dans la paroisse de Payerne au départ, ensuite dans la paroisse internationale d'Antananarive à Madagascar pendant 4 ans, ensuite à Montreux, longtemps, et puis ensuite dans la coordination d'une région de l'Église réformée vaudoise. Et c'est depuis 2010 que j'ai développé les voyages Samar. Du coup, comment cette idée de Samar vous est venue? Alors, en rentrant de Madagascar, j'avais envie d'organiser un voyage sur les traces de Luther, de Martin Luther. Et puis, j'ai pu organiser ce voyage en 2003. Et ça a été très, très agréable à organiser. C'est une vie aussi durant une semaine avec un groupe où on vit des découvertes, on vit dans des bouts de communauté de voyage, etc. Et c'était vraiment très, très agréable. Donc j'ai pris goût, je l'ai refait 2 ans plus tard, puis ensuite développé une autre destination, puis l'autre. Et c'est comme ça qu'en 2010, j'ai, d'entente avec l'Église, développé Samar, voyage et retraite. Si vous deviez résumer Samar en 5 dates, lesquelles est-ce que ça serait? Alors je pense pouvoir dire 2001, le retour de Madagascar avec cette envie de faire un voyage. Je pense deuxième date, ça serait 2007, où j'ai passé par un épuisement professionnel, la burn-out, qui a fait aussi revisiter le sens de mon métier de pasteur, et voilà, et qui a orienté les choses aussi dans l'idée de la constitution de Samar. 2010, c'est le début de Samar. Et puis je dirais 2016, c'est le passage de Samar d'une entreprise à raison individuelle à une entreprise SARL. Et puis 2019, le passage de 50% à 100%, puisque effectivement la demande était suffisante pour que je puisse imaginer y passer à plein temps. Donc voilà s'il faut 5 dates, ça pourrait être celle-là. Du coup, vous étiez pasteur et vous êtes devenu presque voyagiste. Enfin, vous avez créé Samar et vous organisez des voyages. Et pourquoi, ou plus précisément, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement? Alors d'abord dire que je pense que je suis toujours pasteur dans le cadre des voyages, parce que il y a, enfin, les gens me considèrent, ben, ils peuvent me considérer pas comme un pasteur, mais ils peuvent me considérer comme un pasteur, dans le sens où il y a un certain nombre de démarches qui touchent au sens, qui touchent au ressourcement personnel. Donc dans ce sens-là, il y a un rôle pastoral, un rôle aussi dans l'accompagnement des gens, qui débordent des fois des voyages selon les situations. Et donc, Samar, étymologiquement, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Samar, c'est un nom botanique qui désigne cette petite graine avec une petite aile qui est le fruit de l'érable, par exemple, mais d'autres aussi. On dit souvent des hélicoptères, on l'enlève, ça tourne et puis ça part plus loin. Donc à la fois il y a les racines, on a nos racines, on a notre identité, puis en même temps on la porte plus loin par les ailes. Donc cette idée-là, on a trouvé d'abord le concept de ça, mais on ne savait pas comment ça s'appelait. Ça s'appelait. Et puis alors du coup on a cherché comment ça s'appelait, puis ça s'appelait le Samar, puis on s'est dit bah tiens c'est intéressant comme nom. Et on a gardé ça pour le nom de ces voyages. Je me demande comment se prépare un voyage. Je crois que vous êtes en train de préparer justement un voyage en Andalousie. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre quotidien comment est-ce que ça se prépare? Alors un voyage. D'abord d'abord il faut l'idée. Et l'idée, ben j'ai l'avantage énorme d'avoir un métier où je peux y aller aux envies, au dada. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Donc il y a une idée au départ qui peut venir aussi des participants, qui peut venir d'amis, enfin, etc. Et je me renseigne ensuite avec un ou deux bouquins sur le sujet. Puis ensuite je prends un grand temps pour préparer le voyage préparatoire. Donc déjà le premier voyage.
pour arriver avec un projet de voyage, avec la liste de toutes les choses à voir. Et puis ensuite, on part pour le voyage préparatoire, on visite beaucoup de choses. C'est lui arrivé des fois qu'on visite, une fois dans l'église, on a 36 églises pour en garder que 9. Et ça permet justement de cibler les choses. J'aime bien prendre à la fois les incontournables et puis aussi des coups de cœur. Et les voyages, finalement, c'est un mix entre des incontournables et puis des coups de cœur où je me dis, mais là, ça parle aux gens, là, ça me touche, enfin, ça donne de l'espace, ça donne matière à réflexion, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Une fois le voyage préparatoire fait, il y a le temps de planifier la structure d'un voyage avec des gens. Et ça, je le fais en général rapidement après le voyage préparatoire pour pas perdre toutes les idées qui sont là. Et à partir de là, commence la recherche des hôtels. Alors, certaines fois, on peut loger là où on l'a logé dans le voyage préparatoire, mais pas forcément à chaque fois. Ça peut être des étapes qui se gèrent de manière différente. Donc, recherche d'hôtel. Ensuite, tout ce qui est devis car et avion. Et ensuite commence aussi la fabrication des fiches, donc avec une grosse documentation, de faire des textes, de reprendre des textes, et puis de les mettre en forme pour qu'il y ait un beau dossier. C'est aussi le temps où il y a un grand travail de préparation des exposés que je fais dans le cadre ou des présentations de lieux. Ça, c'est un gros travail. Il y a le travail de promotion du voyage, c'est-à-dire d'informer les gens. Il y a le prospectus annuel, mais il y a aussi le descriptif détaillé pour chacun des voyages. Et ensuite, il y a tout l'administratif, ça veut dire préparer les fiches d'inscription, les conditions, le descriptif, et l'enregistrement des inscriptions, les informations aux gens, et tout ça. Voilà un petit peu les différentes structures. Donc par rapport à un voyagiste classique, je pense que la grosse différence, c'est tout le temps de voyage préparatoire d'une part, mais aussi de préparation des exposés et des fiches. Ça, c'est vraiment, je pense, une valeur ajoutée très large à Samar. Et alors, pour revenir sur ces voyages préparatoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dans une région et vous allez tout voir. Non, alors justement, la préparation du voyage préparatoire, elle est importante pour éviter d'aller tout voir et puis de se disperser, parce que c'est aussi, si je pense à certains voyages préparatoires, on a été voir plus de 50 lieux, au bout d'un moment, on n'arrive plus à avoir la distance et puis à avoir le côté relatif d'une chose par rapport à l'autre. Donc c'est important de regarder ce recul et donc de voir beaucoup plus que ce qu'on verra avec le groupe, mais pas trop quand même, pour pouvoir pondérer les choses et faire des choix éclairés. Alors, comment se déroule un voyage une fois que vous avez un groupe qui va vous suivre? Alors ça commence en arrivant dans le car. J'aime bien arriver en premier dans le car. C'est pas toujours possible parce que des fois le car part de Genève puis on va du côté du Valais ou de l'Italie. Mais c'est toujours plus stressant d'arriver parmi les derniers. Donc en général, quand c'est possible, je fais en sorte d'être le premier dans le car, ce qui permet effectivement d'installer les différentes choses, à savoir de pouvoir mettre à disposition une grosse caisse de livres qui est à disposition des gens durant tout le voyage avec des livres sur les sujets du voyage. Et puis de pouvoir avoir posé mes affaires pour être totalement disponible dès que les premiers entrent dans le car. Et ça, j'aime bien pouvoir le faire. Je prends le temps en général entre chaque lieu de prise en charge des gens de passer vers chacun pour leur dire bonjour, spécialement s'ils ne me connaissent pas ou comme ça, puis qu'ils puissent sentir qu'il y a de l'attention pour eux et puis qu'ils seront en sécurité, tranquilles dans ce voyage. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis ensuite, quand tout le monde est là, je présente le chauffeur, le car, la journée, on repasse en revue le voyage, et puis après je commence à distribuer le dossier à chacun. La petite carte aussi avec les numéros de portable du chauffeur et de moi pour qu'on soit atteignable s'il y a quelconque souci. Voilà, différentes choses comme ça. Et puis ensuite, on entre dans le vif du sujet avec des exposés, éventuellement des DVD sur les sujets qu'on va voir durant la semaine. Qui voyage avec vous? Quels sont vos voyageurs? Alors, les voyageurs, il y a des gens très, très différents, mais ce qui est très riche, c'est que il y a quand même un partage j'allais dire,
de valeurs similaires et il y a toujours beaucoup de respect entre les gens. Et ça, c'est pour moi indispensable. Enfin, autrement, je réagirais si je voyais qu'il n'y avait pas de respect d'ailleurs. Mais donc c'est très riche. C'est des gens qui ont envie d'approfondir des choses, pas faire juste du tourisme de masse, mais qui ont envie qui sont intéressés par une thématique, qui vont avoir des regards très divers. J'ai des gens qui sont du noyau de l'Église réformée, mais j'ai des gens aussi qui se disent athées, et j'ai des gens qui sont catholiques de près ou de loin. Voilà, c'est très varié. Donc, il y a des gens qui n'ont pas du tout de lien avec l'Église aussi, et puis qui certainement me dit, ben, ça m'a permis de remettre un peu de la spiritualité et la culture ensemble. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Parce qu'on déconnecte, je trouve, trop souvent la spiritualité de la culture, alors que la culture souvent est issue de la spiritualité, pour ce qui est de l'art en particulier. Petit à petit, je crois que dans vos voyages se forme une communauté. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais racontez-nous comment ça marche. Comment est-ce que au premier jour avec les gens qui ne se connaissent pas, à la fin après 10 jours avec vous, tout le monde se connaît et c'est plus ou moins soudé. C'est vrai que ça tient un peu du miracle, ça, parce que c'est des gens qui viennent d'horizons tellement différents. Puis en même temps, avec, comme je disais à un autre moment, avec des valeurs quand même qui sont souvent communes. Alors je pense il y a un grand respect les uns des autres. J'utilise aussi un système qui fait que durant le voyage, chacun va veiller sur deux personnes, c'est-à-dire ceux qui sont juste avant et juste après dans la liste des participants, de façon à ce que très rapidement, quand on est sur un lieu de visite ou bien dans le car, chacun vérifie s'il a les deux personnes dont il est ange. Euh, et si les deux personnes sont là, ben, en 15 secondes, on peut partir. Donc c'est extrêmement efficace. Et ça crée des complicités. Et ça fait participer, c'est un détail, mais ça fait participer à l'ambiance. Autrement, ben, à table le soir ou aussi à midi, j'incite les gens aussi à changer de façon à ce qu'ils puissent voir différentes personnes et pas toujours être avec les mêmes. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'ils favorisent. Il y a des occasions parfois d'échanger en groupe. Et là, ben, ceux qui veulent parler parlent, ceux qui veulent parler parlent pas. Mais ça permet aussi d'apprendre à se connaître. De même s'il y a une petite marche, ou s'il y a enfin, d'autres occasions. Et j'ai appris des fois avec ben, beaucoup de bonheur que des gens s'étaient revus après un voyage, et pas de manière juste isolée, mais vraiment c'est assez fréquent, et puis qui se sont entraidés des fois aussi. Et ça, ben oui, je trouve très touchant que Samar puisse être un moteur pour ce genre de choses. Et certaines personnes ont parlé effectivement de communauté Samar. Bon, c'est pas le but en soi, mais de fait, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, puis les gens ont plaisir à se retrouver. Quand il y a la soirée de retrouvailles en fin d'année, il y a 60% à peu près des gens qui sont là à la soirée, alors que c'est tout début décembre, fin novembre. Donc c'est le soir, il fait nuit, il y a plein d'activités, et pourtant 60% des gens sont là à la soirée. Donc ça, c'est extrêmement touchant et ça montre le, oui, le côté je pense, familial et communautaire de Samar. Alors ici, on se trouve dans le bureau de Samar. C'est là que je travaille avec, vous voyez, des armoires de tous les côtés, le bureau assez large, imprimante, ordinateur. Les armoires, en fait, il n'y a rien de très secret dedans. J'ai tous les livres que j'ai sur les différents voyages. Par exemple, ici, c'est Assise. Là, c'est les cathares, les pays du Sud-Ouest, les cathédrales de France, l'Auvergne, la Sicile, Jean-Sébastien Bach. Et puis après, on peut continuer comme ça avec toutes les autres armoires d'ici et même aussi à l'extérieur de cette pièce. Donc ça représente quand même quelques milliers de livres sur l'ensemble des sujets touchés, parce que Samar a plus de 30 destinations différentes, avec chaque fois une thématique différente, et un voyage conçu qui intègre des thématiques et des livres différents. Donc ça représente effectivement une somme considérable de livres, de préparation,
d'exposés, de fiches et tout ça. Oh, il y a beaucoup de choses sur le bureau, il y a souvent des livres, des dossiers en cours. Là, un livre dans lequel je suis que je suis en train de lire avec toute la question des chrétiens, des juifs et des musulmans et de leur rapport au Moyen-Âge en Andalousie. Un livre très intéressant, mais c'est vrai que ça remet en cause beaucoup de choses qu'on a héritées de la période romantique avec cet idéal de cohabitation entre les trois religions qui n'est pas réel. Donc, très intéressant comme livre. Et puis sinon, là, il y a une peinture de Chagall que j'aime beaucoup. Un voyage aussi que j'organise autour des églises d'artistes en Côte d'Azur avec Chagall, Picasso, Matisse, Cocteau, Folon. Et puis sinon, là, sur la table, la bibliothèque qui se trouve ici, j'avais trouvé à Conques ces 4 êtres. C'est un peu un hasard parce que il y a un taureau, un lion, un aigle et puis un ange. Et ça correspond à ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire le symbole des 4 formes des évangélistes, les 4 évangélistes. Et puis, quand j'en ai vu un, puis un deuxième, puis après un troisième, je me suis dit, mais c'est extraordinaire d'arriver à trouver ce tétramorphe. Et puis après, j'ai retrouvé l'ange, qui est dans l'autre style, mais qui fait que j'ai un magnifique tétramorphe ici dans mon bureau. Un objet sympa qu'il y a dans mon bureau aussi, c'est un souvenir. C'est un collègue qui m'a fait ce dessin, qui est un peintre, et puis qui a fait cette peinture quand j'ai démarré Samar, avec la pointe d'humour qui le caractérise. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement? Ce que ça m'apporte à moi personnellement, j'y trouve un grand équilibre en fait, à titre personnel, parce que d'une part, il y a la préparation, et c'est un gros travail la préparation, à savoir d'aller sur place évidemment pour chaque voyage, de me renseigner, d'acheter des livres, de lire des livres, de préparer des exposés. Il y a beaucoup d'exposés que je fais dans le cadre, ou bien de présentation de lieux. Et puis, ça c'est une partie, il y a l'aspect ensuite de vécu du voyage. On a une vie en communauté pendant une semaine ou quelques jours, et ça c'est aussi très riche. Et il y a de l'aspect administratif. Enfin voilà, le tout fait qu'il y a un équilibre de travail que je trouve tout à fait intéressant, qui me convient très bien. Et puis j'aime partager des enthousiasmes, donc je peux pas amener des gens dans un lieu que je n'aime pas ou qui me parle pas. Donc ça m'est arrivé exceptionnellement de faire un voyage préparatoire, puis qu'ensuite je ne fasse pas le voyage parce que ça m'a pas parlé. Et je peux pas partager quelque chose que je vis pas avec enthousiasme avec des gens. Et parler d'une autre actualité, c'est l'écologie. Alors, les voyagistes sont parfois un peu critiqués, mais je sais qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le secteur. Et quels sont les engagements que Samar a pris pour l'écologie? Alors pour moi, le monde du voyage ne peut pas être en dehors des questions écologiques. C'est vraiment un peu très important. Le monde dans lequel on vit, enfin, tout le monde en est conscient, va vers des temps extrêmement difficiles. Donc je pense que les voyagistes doivent faire des efforts. Au niveau de Samar, j'ai pris un engagement déjà en 2019 de organiser au maximum 2 voyages avec de l'avion par année. Et quand c'est des voyages en avion, de favoriser, si possible, le plus de vols directs. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un décollage, un atterrissage, c'est encore plus de pollution. Ça, c'est pour la question de l'aviation. Et puis, ça veut dire aussi un renoncement aux destinations lointaines pour Samar. Ça veut dire que Samar va rester en Europe pour ses voyages. En ce qui concerne le car, on a un car qui a une des meilleures cotations écologiques européennes. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai été aussi attentif. Alors certes, il circule au diesel, mais il a une bonne cotation écologique. Pour ce qui est de l'informatique, parce que c'est aussi des questions écologiques, ça c'est des petites choses, mais si tout le monde le fait, ça ferait des grosses différences. C'est la question du stockage des données.
de stocker des données de manière limitée, c'est-à-dire de faire du tri régulièrement pour stocker un minimum de choses. Et puis aussi de limiter le nombre de newsletters. C'est important évidemment de garder contact avec les gens, les voyageurs, les voyageuses, mais je me suis engagé à faire au maximum de 4 newsletters par année, ce qui évite aussi que les gens soient submergés, mais ça évite aussi que les serveurs soient remplis de mails qui courent et qui courent. C'est certainement mineur du point de vue écologique, mais c'est un engagement parmi les autres auquel je me tiens. Je m'intéresse maintenant au dessous des cartes, parce que plusieurs personnes se demandent avec qui vous collaborez. Non seulement pendant le voyage, mais j'imagine que vous collaborez avec pas mal de personnes autour des voyages aussi. C'est vrai que je suis seul salarié de Samar, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont autour. Alors il y a les personnes qui sont vues par les voyageurs, ça veut dire les accompagnants, accompagnantes. Quasiment tous les voyages, je pars avec quelqu'un d'autre qui peut être un appui si tout à coup quelqu'un a besoin d'aide ou qu'il y a quelqu'un qui est malade, etc. Donc ça, c'est un plus que j'offre aux participants, en prenant personne avec. Et puis il y a aussi, ça c'est pas connu, mais pour chaque voyage que j'organise, il y a un autre pasteur ou diacre qui peut partir à ma place si je me casse la jambe la veille, ou qui peut rejoindre le voyage si tout à coup je me casse la jambe en route. Donc ça veut dire effectivement de donner un défraiement, voire un salaire, selon les cas, aux personnes en question, mais ça assure la tenue du voyage et puis aussi la qualité de ce qui sera fourni. À côté de ça, j'ai un graphiste, j'ai une personne qui s'occupe de la comptabilité, une fiduciaire, bien sûr un chauffeur, qui est toujours le même, fidèle pour les voyages Samar, et ce qui fait une équipe aussi qui fonctionne bien. Le duo fonctionne bien, et puis les voyageurs le connaissent, et il y a quelque chose de très sympathique aussi. Et puis il y a la famille qui est aussi là. Mon épouse Claire qui participe au voyage préparatoire avec moi la plupart du temps et qui fait très peu d'autres choses pour Samar, mais qui est présente aussi à la soirée de retrouvailles. Parce qu'après, à la fin de chaque année, on a le plaisir de réunir tous les voyageurs de l'année dans une soirée avec un repas simple et puis juste partager l'amitié, les souvenirs. Et là, elle est présente, et de même aussi que souvent nos 3 enfants, ou en tout cas ceux qui sont à proximité de la Romandie. Mais de longues années, ils sont venus aider pour le service et tout ça. Donc il y a quelque chose aussi de familial qui est là et que j'apprécie beaucoup, qui me touche et qui touche, je crois, aussi beaucoup les participants. Et vous êtes aussi entouré par un groupe d'appui, je crois. Oui, il y a un groupe d'appui qui est très important, c'est un peu la caisse de résonance de Samar. On se réunit 2 à 3 fois par année et j'amène l'état des inscriptions, j'amène les projets de voyage, on discute de marketing, on discute de situations particulières, comment est-ce qu'on gère, quand il y avait eu la chute du cours de l'euro, comment est-ce que je réagis, je fonctionne, etc. Enfin, il y a eu plein d'éléments comme ça. Et c'est un groupe extrêmement précieux parce que chacun a un rôle, enfin a des compétences plus exactement. Et puis, il y a beaucoup de bienveillance et puis d'honnêteté. Et puis, ils n'hésitent pas à dire des choses. On verrait ça plutôt comme ça ou comme ci. Et ça a une réelle influence effectivement sur la manière dont je conduis Samar. Et là, vous partez en voyage avec des livres, et parfois vous partez même avec des musiciens, des musiciennes. Oui, il y a certains voyages qui sont des voyages avec de la musique, sur les traces de Jean-Sébastien Bach par exemple, ou aussi des orgues en Valais, ou bien sur les traces de Mozart. Et là, il y a une organiste, Martine Raymond, qui m'accompagne et qui joue dans différents lieux. Et ça, c'est une très très grande richesse, on est aussi très complémentaires, donc c'est quelqu'un aussi très apprécié par les voyageurs, du côté didactique, du côté humain, la qualité de la musique et tout. Donc c'est vrai que quand je peux proposer des voyages où il y a une autre personne qui vient avec et qui apporte quelque chose de plus différent, c'est riche. Pourquoi au final cette nécessité de voyager pour mieux comprendre l'histoire, la culture, la spiritualité?
Alors, on a, durant le Covid, eu beaucoup de culture par Internet. On a pu visiter des musées, le Louvre, en regardant sur nos écrans. Mais il manquait quelque chose de l'incarnation, d'être sur place, de pouvoir voir vraiment les choses, d'y plonger un bout de sa vie. Et je prends l'exemple quand on va sur les traces de Martin Luther. On va à Mansfeld, qui est le lieu où il a passé toute son enfance, hein, de l'âge de 2 ans jusqu'à 11 ans à peu près. Il y a en dessus de Mansfeld, qui est dans un vallon, le château de Mansfeld, qui a un immense mur de soutènement. Et c'est un mur qui ne peut pas ne pas impressionner un enfant. Et on sait que Luther a eu cette image de ce mur du château de Mansfeld quand il a écrit le fameux cantique « C'est un rempart que notre Dieu ». Et ce cantique-là, quand on voit le mur qu'il a inspiré, ben, ça prend un tout autre relief et ça enracine vraiment le sens de ce cantique. Se déplacer, c'est savoir, ben, d'un côté je sais qui je suis, l'idée c'est de savoir un peu qui est l'autre quand on se déplace, aller à la rencontre de celui ou celle qui est différent de moi. Et quand on se déplace en voyage, eh bien, on met en jeu, on se met en jeu, on se met en risque par rapport à son identité, par rapport à ce qu'on va rencontrer. Et ça, c'est un chemin spirituel en tant que tel, de mon point de vue. C'est pas croire dogmatiquement quelque chose, mais c'est réellement aller s'oser à quelque chose, à une rencontre avec des gens, avec une thématique, avec des lieux. Et tout ça. Donc pour moi, le voyage est éminemment un chemin spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire de faire voyager des gens? Alors, pour moi, c'est d'abord partager des enthousiasmes. Ça veut dire qu'il y a des choses des découvertes qui m'ont enthousiasmé, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait avancer, qui m'ont décalé par rapport à ce que je pensais, ce que je croyais, etc. Et puis de pouvoir partager cet enthousiasme avec des gens qui sont réceptifs. Voilà, ça c'est une de mes motivations principales à organiser ces voyages. C'est de pouvoir dire aux gens, voyez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, ça on a compris dans l'histoire les choses de cette façon-là. Ben, c'est plus subtil que ça, c'est plus complexe. Voyons ça et puis affinons notre vision de l'histoire, affinons notre vision du monde d'aujourd'hui au travers de l'histoire ou des personnages rencontrés. J'aimerais savoir si vous aviez des petites anecdotes à nous raconter sur les voyages. Quelle a été la pire expérience dans un voyage, par exemple? Alors, la pire expérience. Je crois que c'est pas tellement pour moi que c'était la pire expérience, mais pour le chauffeur. Je pense à une ou deux situations. Bon, une fois, on était dans un village grison, on avait rendez-vous avec le pasteur pour voir une église. Et le pasteur nous avait pas dit que la route, il y avait des travaux. Donc on est entré dans le village, le car passait avec 1 centimètre de chaque côté, et puis on arrive tout à coup, et la route était fermée. Donc le car, il a pu faire marche arrière pendant 500 mètres à travers le village. Donc vous imaginez un car long de 12 mètres. Enfin voilà, donc ça c'était une expérience spécialement pour le chauffeur. Mais le problème, c'est que juste avant d'arriver à ce lieu-là, j'avais dit au chauffeur, mais tu verras, tu pourras pas tourner. Et puis, ben voilà, il s'est trouvé qu'effectivement, il n'avait pas pu tourner, il a dû reculer. Donc ça, c'était, ben voilà, il a pris 1 heure de temps environ pour reculer, avec de l'aide. Et puis ça s'est tout à fait bien passé. Mais le plus stressant, je pense, c'était une autre fois du même ordre, en plein Toulouse, où j'avais dit au chauffeur, prends les grands axes pour arriver à Nouné, puis il avait pris une petite rue. Il arrive au bout de la petite rue, et puis il y avait un goulet avec un zigzag, et puis impossible de passer le car. Et il y avait 15 voitures derrière le car. Donc il fallait reculer là, avec une route à sens unique. Enfin, ça a été hyper stressant pour lui. Après coup, il m'a dit, mais je te remercie parce que tu t'es pas énervé, tu m'as calmé. Ça a permis de gérer la situation. Donc, enfin voilà, c'est surtout des épisodes en lien avec le car et puis les possibilités. Mais ces chauffeurs sont des héros. Ils se font chaque fois applaudir. Voilà. J'ai eu 2 chauffeurs dans ça. Un premier qui ensuite a pris sa retraite, et puis un Zico, et puis un deuxième, Louis, qui est maintenant depuis 4-5 ans, non 5 ans, le chauffeur de Samar, et c'est des gens hors pair, au niveau à la fois humain et puis professionnel. Ils sont d'ailleurs très appréciés par les groupes, ça. Très appréciés par les groupes, oui, tout à fait. Ils sont là à la soirée de retrouvailles aussi.
Donc c'est ouais, c'est vraiment chouette.